Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu, bien dans son job. Aujourd'hui, accompagner les femmes atypiques en entreprise. D'abord, qu'est-ce qu'une femme atypique? On va en parler avec Vesselina Malhomme. Elle est coach professionnelle certifiée. Sa société s'appelle Moi et Heureuse. Smart Philo, tiens, on revient un petit peu dans le mouvement social avec Xavier Pavie. On parlera du syndicalisme. Est-ce que le syndicalisme est une utopie? Ça, c'est une question importante. On va en parler avec lui. Il est directeur du centre Imagination. Puis un grand entretien aujourd'hui dans le cercle RH avec la DRH, la directrice générale adjointe de La Poste, qui est une marque patrimoniale, mais qui, vous le savez, a pivoté depuis des décennies, arrivée du numérique évidemment, et qui recrute, qui lance une très grande campagne de recrutement. On en parlera avec elle dans quelques instants. Fenêtre sur l'emploi. Pour terminer, eh bien, les besoins RH d'un spécialiste français du microconducteur. Non pas les semi-conducteurs, mais les microconducteurs. Patrick Roux sera notre invité à la fin de l'émission. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle des femmes atypiques. Alors, qu'est-ce qu'une femme atypique? On va essayer de définir évidemment le portrait robot de ces femmes atypiques, femmes entrepreneuses. Et justement, on en parle avec Vesselina Malhomme. Bonjour Vesselina. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes coach professionnel certifié. Votre société, c'est Moi et Heureuse, qui est, j'ai envie de dire, tout un programme. D'abord, on ne devient pas coach par hasard et on va parler de ces femmes atypiques que vous accompagnez. Quel est votre parcours? Quel est votre chemin? Comment on arrive à être coach pour accompagner ces femmes? Ça vous fait sourire? Ah oui, ça me fait même rire. C'est génial. Parce que à chaque fois, c'est un chemin personnel. C'est exactement ça. Je suis moi-même atypique. Je suis arrivée en France en 98 et je suis prof d'histoire et de la littérature à la base. Quand je suis arrivée, j'ai fait encore des études, j'ai fait du marketing, j'ai fait de la communication, j'ai fait du journalisme, j'ai travaillé pour les études marketing et j'ai créé ma boîte parce que dans mon premier job, je ne me suis pas retrouvée. J'étais au marketing dans un grand groupe alimentaire. Je suis allée jusqu'au prud'homme parce que ça a très bizarrement fini, on va dire. Et c'est à ce moment-là que j'ai créé ma première boîte. C'était une boutique pour enfants, pour les mamans, qui s'appelait Bon Plan de Maman. En fait, ce que vous nous dites avant d'entrer dans le développement de votre structure et de ce que vous faites très concrètement, c'est que vous-même, vous êtes une femme atypique. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes boulimique, c'est ça les femmes atypiques, en partie. Boulimique, s'intéresse à tout, capable de faire plein de choses et qui finalement a du mal à trouver sa place. C'est exactement ça. Alors, ils sont boulimiques de différentes choses, des émotions. Boulimiques, ils sont ce qu'on appelle multipotentiels la plupart du temps. C'est-à-dire, on joue de la guitare, on fait du théâtre, on fait du marketing, on coud, on fait du chemin de Compostelle et tout un tas d'autres choses en même temps, la plupart du temps. Ce qu'on appelle aujourd'hui des slasheuses. Ça fait partie des multipotentiels. Ce qu'on fait on dit aujourd'hui des multipotentiels hommes ou femmes, ça fait partie généralement du package des atypiques, des HPI. On peut rajouter aussi de l'empathie, on peut rajouter le cerveau qui ne s'arrête pas de tourner, on peut rajouter l'intuition, prise de décision intuitive. On sait aujourd'hui que tous les grands visionnaires, comme Elon Musk, comme, je sais pas, Léonard de Vinci, voilà, ce sont des atypiques hommes. Mais oui, il y a aussi des femmes. Vous l'êtes, vous transmettez par vos techniques et par votre apprentissage personnel. Quelle est leur difficulté aujourd'hui pour faire un bref diagnostic? Elles sont entrepreneuses et on a entendu que vous l'étiez aussi. Absolument. Elles ont du mal quoi? À exprimer leurs besoins, à trouver leur place, à développer. Quels sont leurs besoins réellement? Super question. Parce que les besoins sont multiples. D'une part, de déjà se faire confiance. Pourquoi? Parce qu'il y a une éducation. Il y a quelque chose qui dit il faut être spécialiste. Il y a quelque chose qui dit trouve ta voie, une voie. Il y a quelque chose qui dit ne l'ouvre pas trop, ne parle pas trop. Et tu es une femme en plus. Et tu es une femme en plus. Voilà, donc ta place, elle est ce qu'elle est. En plus, si tu changes de job parce que tu es intéressé par plein de choses, t'es un peu bizarre. Mais le CV, ça colle plus. T'es pas très stable. Et en plus, si tu pleures à un entretien parce que tu as des émotions. Trop d'émotions. T'es trop. Ça, c'est aussi une femme atypique. Hein. Exactement. Femme qui est femme ou homme d'ailleurs, mais en l'occurrence des femmes qui tout d'un coup va pleurer, va exprimer ses émotions. Comment vous les accompagnez, ces femmes? Parce que vous avez créé une méthodologie, vous êtes en train de développer en plus un outil particulier. Comment vous faites? Je les écoute. Je les écoute et je les mets ensemble
à échanger entre elles. Parce que ce qui manque, en fait, c'est que ces femmes-là, elles se sentent vraiment perdues. Elles se suradaptent à notre monde. Et d'ailleurs, on trouve aussi dans les très grands noms des différentes sociétés françaises ou étrangères, des femmes HPI. Ils ont réussi. Elles ont réussi Elles ont dans réussi le modèle. à grimper chez ce geste, parce qu'il y a un peu de ça, quoi. Tout à fait. En zigzag, de côté. Tout à fait, parce qu'il y a aussi la suradaptation. Elles ne sont pas dupes. Elles savent... Si elles prennent les codes. Si elles arrivent à prendre les règles et les codes, elles y arrivent très très bien. Sauf qu'elles se perdent. En fait, elles ne se sentent pas elles-mêmes. Donc, elles jouent le jeu, mais ils ne le font pas. Et du coup, en mettant ces femmes ensemble, en échangeant, en leur donnant l'espace de parole, l'espace d'échange, avec les petits exercices. Vous les libérez, en fait. Elles se libèrent elles-mêmes, en fait. C'est pas moi. Enfin, vous êtes une accompagnatrice. C'est ça. Vous les accompagnez à se libérer. Exactement. Parlez-moi d'oser zébrer. Parce que je trouve d'abord que c'est très joli. Les mots que vous utilisez sont moi et heureuse, oser zébrer. C'est quoi oser zébrer? Alors, oser zébrer, c'est justement comment être soi-même. Comment ensuite le montrer au monde sans peur, sans avoir peur du jugement, pour apporter quelque chose de spécial, parce qu'on est chacune quelque chose de spécial. Au niveau technique, aujourd'hui c'est une plateforme, c'est un programme d'accompagnement et demain ça va être un écosystème, c'est-à-dire je suis en train de développer des groupes de parole, les masterminds, voilà. Mais pour le dire quand même très concrètement, on voit bien qu'il y a l'idée aussi de l'accompagnement tech sur la plateforme, mais il y a quand même l'idée de pitcher, c'est-à-dire d'être capable, avec un cerveau qui tourne à 3000 à l'heure, avec 1000 idées à la seconde, l'idée c'est quand même de structurer sa pensée. Alors, ou de l'organiser, je ne sais pas comment dire. C'est l'organiser, ou alors, première chose, c'est s'autoriser de l'avoir. Ah, déjà. En fait, la première chose, le tout premier mot qu'on se rend compte qui manque, c'est s'autoriser à être comme ça. Juste s'autoriser soi-même, d'admettre que c'est OK, qu'on est comme ça. Donc, et ensuite, effectivement, trouver différents moyens, comment se reconnecter à son corps, et pas que cérébral, comment pouvoir structurer les pensées, ou alors faire tout un petit peu. Comment, en fait, s'organiser pour se sentir bien soi et pour apporter des choses. Il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué ensemble, mais qui est essentiel. Vous évoquez le parcours de ces femmes, parfois chaotique, parfois on réussit à grimper l'échelle comme on peut. Il y a la vie, la charge mentale d'une femme, et d'un homme aussi, mais la charge mentale, c'est être aussi une femme, une mère de famille. Comment on gère ça aussi? Parce qu'on est aussi HPI quand on est une mère de famille et quand on est une femme. Ça me fait très rire aussi, parce que, évidemment, le premier module de mon programme Ose Zébrer, ça s'appelle avoir de l'énergie pour entreprendre. En fait, ça commence par là. Comment alléger sa charge mentale, comment fermer les dossiers, comment dire non à des sollicitations, comment se mettre en première place et non pas en derrière, après les enfants, le mari, etc. Comment se dire, c'est moi le plus important, qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Je me réapproprie ma vie. Exactement. Je m'autorise, c'est encore le même mot, en fait, je m'autorise. Donc ça veut dire que vous leur dites quand même, à un moment donné, on ne peut pas tout faire. Si vous voulez entreprendre, il faut aussi laisser un tout petit peu de côté les obligations que vous vous êtes fixées sur votre vie perso et familiale. C'est ça dont il est question. C'est toujours choisir, hein. C'est toujours matrice d'Eisenhower. Choisir, c'est renoncer, c'est bien connu. Alors, je structure ça différemment, c'est-à-dire sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des vidéos justement sur choisir, sur renoncer. Choisir, c'est séquencer. Ça peut être séquencé. C'est-à-dire, aujourd'hui, je fais ça. Dans une heure, je fais autre chose. Oui. Demain, je fais encore autre chose par tranche. Organisation personnelle. Ça, c'est chacune le fait d'une manière... Moi et heureuse, c'est votre structure. Ose Zébrer, c'est cette plateforme, c'est l'idée de travailler en communauté et d'accompagner grâce à la tech. Dans 10 ans, vous voyez encore coach ou vous avez déjà dans votre tête, parce que vous êtes HPI, l'idée de faire autre chose? Je m'autorise. Je m'autorise. Tout est ouvert. Tout est ouvert, tout est opportunité, sérendipité, ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est ça qui me chauffe le cœur. Je pense que c'est quelque chose que je peux faire jusqu'à ma mort, et c'est l'idée. Donc il y a la passion qui vous anime. De quelle manière, comment ça va être, ou quoi, comment, ça c'est complètement ouvert. J'adore ce que je fais aujourd'hui, demain. Merci Vesselina Malhomme pour cette énergie que vous nous transmettez. Coach professionnel certifié, moi et heureuse, et puis Ose Zébrer pour ces femmes entrepreneuses qui parfois ont du mal à trouver leur place et à prendre le bon chemin, parce que c'est aussi une question de chemin et d'accompagnement. Et ça, c'est votre métier. Merci de nous avoir rendu visite, merci pour votre sourire. On tourne une page, on s'intéresse alors à un sujet très dialogue social, évidemment, mais qui est important, qui est le syndicalisme, et on en parle dans Smart et Philo. C'est un sujet aussi philosophique, le syndicalisme.
Smart Philo. Alors, un retour à l'actualité en quelque sorte, parce qu'évidemment, vous avez vu ces mouvements sociaux, ces grèves, ces manifestants dans les rues, la CGT, Force ouvrière et d'autres. Et on en parle justement aujourd'hui avec Xavier Pavie. Bonjour Xavier, philosophe, professeur à l'ESSEC, directeur du centre Imagination. Je mets un petit I parce que le I est un peu plus gros, je crois, sur le... Ou un peu plus petit. Ou plus petit, c'est ça. Absolument. En tout cas, il faut faire quelque chose sur ce I. Auteur de plusieurs livres. Et vous vous intéressez aujourd'hui, alors à travers la fenêtre d'un philosophe, au syndicalisme. Le syndicalisme, d'abord, commençons par le début. Est-ce que c'est une utopie, le syndicalisme ? Alors, c'est intéressant de poser la question de cette manière-là, parce que l'utopie va chercher, c'est Thomas More qui va parler la première fois d'utopie, il va dire le lieu qui n'existe pas. Et la définition qui rentre dans l'Académie française au XVIIIe siècle va être le plan imaginé pour gouverner mieux vers un bien commun, vers un bonheur commun. Et donc, rassembler les deux est effectivement intéressant quand on regarde un peu les sources du syndicalisme. Le marxisme, l'anarchisme, le socialisme vont être un peu le terreau de ce que va faire ensuite le syndicalisme et qui va s'approcher des territoires et des terrains de l'utopie. Alors, les grèves, les revendications, on l'évoquait, c'est quoi les points structurants du syndicalisme ? Quel que soit d'ailleurs ce que vous évoquiez, c'est-à-dire les grandes chapelles qui ont structuré le syndicalisme, il y a quand même des ferments quoi ? De revendications, de mieux vivre ? Il y a deux choses, et c'est important parce que les deux n'ont pas le même point de départ. Un, je veux vivre mieux, donc la réduction de temps de travail, qu'on prenne soin de ma santé, les conditions de travail, c'est une première partie. Mais il y a une autre partie... Germinal, quoi. C'est germinal. Et l'autre, c'est il faut changer de société. Et là, c'est pas du tout la même chose. On veut un changement radical. Si vous vous en souvenez, c'était dans l'histoire, il y avait le fameux livret d'ouvriers. Le livret d'ouvriers, les ouvriers ne pouvaient pas aller d'un endroit à l'autre comme ils le voulaient. Eh bien, c'est la notion d'émancipation. Et donc, ça n'est pas simplement je vais améliorer un tout petit peu le quotidien, mais ça va être l'émancipation totale de l'ouvrier. Donc vous dites, et on le distingue, et vous le distinguez à travers le philosophe que vous êtes, il y a des changements, je dirais, structurels, puis vous le dites, il y a des changements radicaux. On renverse la table. Oui. Et c'est deux chemins différents que va prendre le syndicalisme. Oui, c'est deux chemins différents que va prendre le syndicalisme. Même s'il va y avoir des accointances, il y a quelque chose quand même de très différent. Entre un Proudhon, si vous voulez, un Fourier ou un Marx, eh ben, il va y avoir des différences. Qu'on retrouve aujourd'hui, je précise, entre les réformistes et les plus radicaux, finalement. Bien sûr, et on les voit dans les médias en permanence. Et ils peuvent d'ailleurs parfois se rappeler des notions anarchistes. Eh bien, chez Proudhon, chez l'anarchiste, chez Bakounine par exemple, on va avoir clairement la notion d'indépendance totale, mais qui va lutter contre les anciens communistes ou qui va lutter contre les classes dites du prolétariat parce qu'ils ne vont pas encore assez loin dans la notion importante de la libération de l'homme et de son émancipation. Et donc pour l'anarchiste, c'est absolument zéro limitation. Enfin, au sens propre du mot, ils sont des libéraux, puisqu'en fait, ils ne souhaitent pas que l'homme soit ouvrier, mais soit libéré de cette tâche qui l'a servi, parce que c'est ça, là, la philosophie anarchiste. Oui, absolument. Alors que Marx, lui, il est vraiment sur la lutte des classes. Il est sur la lutte des classes, et son point important, c'est comment le prolétariat va prendre en marche le mouvement, la société, contrairement aux notions capitalistes. Alors faisons là un peu d'histoire, parce que c'est intéressant de plaquer cette vision de la philosophie à des hommes qui ont incarné ce que vous dites, et ça démarre avec une marque bien connue, finalement quoi, de réguler, de contrôler la vie de ses ouvriers, c'est un peu ça la philosophie. Oui, on va appeler ça parfois le paternalisme, mais cette notion-là est importante. Vous avez au XIXe siècle Godin, Jean-Baptiste Godin, Guise, le familistère de Guise, fameux, dans le nord de la France, où il va complètement régencer la vie des ouvriers, mais en leur offrant aussi le théâtre, la culture, en offrant l'école, le droit de vote des femmes également qui est présent. Et vous avez comme ça un certain nombre de figures qui vont justement relier le début de notre conversation avec la notion d'utopie. Vous avez Olivetti par exemple, un pro-européen très humaniste. Vous avez Boismondeau, les fameux boîtiers, des boîtiers à montres qui étaient dans le Dauphiné. On a de cette manière-là plusieurs types d'utopies qui prennent terreau sur le syndicalisme. Mais Boismondeau, c'est très intéressant parce que ça fait référence au débat qu'on a sur ce plateau aujourd'hui avec les entreprises bienveillantes. Une utopie, c'est on change la relation hiérarchique, la répartition des capitales ne se fait pas de la même manière. Absolument. Là, quand même, c'est à l'époque une petite révolution, c'est qu'on partage la valeur, on l'entend tous les jours, ça. Ce qui est très intéressant, c'est que ça naît en France, cette démarche-là. Alors, pas que, il y a notamment Owen en Angleterre, qui va avoir, pour les fabrications de coton,
une réduction du temps de travail, par exemple. Mais en France, on a beaucoup d'exemples d'industries, de sociétés, d'organisations utopiques. Comme vous le dites, on va réduire le temps de travail, on va partager la valeur, on va faire en sorte de ne pas avoir de hiérarchie entre nous. Bois-Mondo, c'est le cas. Olivetti, c'est le cas. On a ça de différentes manières qui va effectivement relier utopie, forme de syndicalisme, et puis la notion de nouvelle société à dessiner. Enfin, ces personnages que vous décrivez, parfois contestés par des mouvements syndicalistes radicaux, puisqu'ils étaient parfois ébranlés à l'intérieur même. Lorsqu'ils développaient ces stratégies, les marxistes ne le voyaient pas forcément d'un bon œil. Concrètement, aujourd'hui, ça semble un monde parfait, presque idyllique, mais on ne le retrouve pas aujourd'hui, ça. On a de bons exemples, et puis vous avez raison de dire que ça a été beaucoup critiqué, parce qu'on a une frontière très fine entre utopie et dystopie. C'est-à-dire jusqu'où on va et dans quelle mesure la limite finalement de l'utopie comme la limite du syndicalisme n'est pas au sein d'eux-mêmes. Parce que je vais vouloir tout contrôler. Et tout contrôler signifie quoi? Ça signifie que pour l'utopie, je veux que tout le monde mange la même chose, tout le monde puisse partager la même valeur, tout le monde a la même éducation, on s'habille de la même façon, on va contrôler les mœurs. C'est 1984 qui va commencer sous des formes utopiques. C'est le meilleur des mondes d'Huxley dans lequel on va commencer sur des utopies et puis ça va basculer dans la dystopie. Et la question qu'on doit se poser, c'est pareil pour le syndicalisme. Dans quelle mesure cette volonté égalitariste que l'on veut un peu partout n'est pas, dans le même temps, quelque chose qui n'est pas permis pour émanciper l'homme? La question est posée, parce que vous soulevez une question pour terminer. C'est peut-être d'ailleurs la suite d'une prochaine chronique. Merci Xavier Pavie de nous avoir rendu visite, philosophe, professeur à l'ESSEC et directeur du Centre Imagination avec un petit i devant Imagination. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. On fait une courte pause. On parle d'une entreprise alors passionnante puisqu'on parle des entreprises qui ont un siècle. On parle de La Poste, évidemment. Entreprise patrimoniale. Tout le monde connaît ce sigle, ces petites voitures jaunes. C'est une entreprise qui a pivoté depuis presque une dizaine d'années. On va faire le point avec la RH, la directrice des ressources humaines de La Poste. Les nouveaux métiers, les recrutements, leur stratégie. On en parle avec elle juste après la pause. Le cercle RH avec un grand entretien aujourd'hui avec la DRH de La Poste. Tout le monde connaît La Poste, tout le monde connaît ces petites voitures jaunes, cette entreprise qui est une entreprise patrimoniale. Seulement voilà, depuis une vingtaine d'années, le numérique est arrivé et on envoie 10 fois moins de courriers. Évidemment, l'entreprise a dû pivoter, se réorganiser et se réinventer. On en parle aujourd'hui. On va parler recrutement, on va parler ressources humaines, on va parler dialogue social avec la DRH qui est avec nous aujourd'hui. Valérie Decaux, merci d'avoir répondu à notre invitation. DGA en charge donc des ressources humaines, groupe La Poste, parce que c'est aussi une banque, le groupe La Poste, on va en parler évidemment. D'abord, un petit mot sur vous, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des DRH souvent dans l'ombre, et qui là viennent s'exposer sur le plateau de Smart Job. Votre parcours est intéressant, parce que vous n'êtes pas un pur produit de La Poste, qui a une culture d'entreprise, une histoire centenaire et plus. Vous venez d'ailleurs. Ça a été un choc quand vous êtes arrivé à La Poste? Alors, ça a été un choc, non. D'abord, ça a été une volonté de ma part. J'ai choisi de rejoindre La Poste. Ça, c'est un point important. C'est vrai que j'ai travaillé dans différents univers, différents secteurs d'activité. C'était ma volonté. Randstad, pour ne pas le citer auparavant. Randstad, Monoprix, le groupe SOR. Donc, vraiment. Et le groupe SOR. Oui, différents. L'eau, l'assainissement, les déchets à l'époque. Donc, volonté de ma part de rester DRH, mais d'exercer ce métier dans des environnements, dans des secteurs d'activité différents. On va parler de La Poste, on va parler de tout ce qui se transforme et des recrutements, mais la valeur ajoutée que vous amenez, vous, en arrivant avec tout ce bagage, la grande distrib, l'eau, l'assainissement, qu'est-ce que vous avez envie de faire et qu'est-ce que vous faites? Ce que je fais au quotidien, c'est vraiment d'aider la transformation du groupe. Vous le citiez, les facteurs qui aujourd'hui emmènent les colis, qui font des portages de repas auprès des personnes âgées. Donc il y a une vraie dimension de transformation. Et ça, c'est le lien avec mon expérience, c'est que j'ai toujours travaillé dans des secteurs qui étaient en très forte évolution. Ou transformation. Ou transformation, et puis une dimension numérique également qui devient prépondérante à La Poste. Les hommes à La Poste, l'entreprise La Poste, le groupe La Poste, quand on va sur Internet, alors au moment où on se parle, alors ça va évoluer évidemment, il y avait 4807 ou 406 postes sur l'onglet recrutement, et quand on fait des recherches plus approfondies, on découvre eh bien que le plan de recrutement que vous faites porte beaucoup sur les facteurs.
vous cherchez beaucoup de facteurs. Le facteur, c'est le symbole au cinéma de celui qui apporte les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles. C'est celui qui va aller prendre un petit coup et s'arrêter 5 minutes. C'est ça l'image d'Épinal du facteur. C'est celui avec qui on discute et qui est presque un ami de la famille. Pourquoi on en cherche autant ? Alors, en 2022, on recrutera 3200 facteurs. Donc, effectivement, c'est important. Le facteur, c'est le lien, c'est la proximité. C'est vrai en ville, mais c'est encore plus vrai dans les territoires. Donc, c'est un métier qui emporte pas seulement le courrier, mais qui emporte une dimension sociale, sociétale, de proximité, de lien. Clairement. Qu'on souhaite absolument c'est un humain. Garder. Exactement, c'est un lien humain. Bah oui. Et pour certaines personnes, c'est le seul lien humain tous les jours, dans la ruralité notamment. Et le facteur, c'est vrai, son métier a beaucoup évolué. Il y a beaucoup moins de courriers, mais il y a des colis. Et je le disais, il y a maintenant des services de proximité qui peuvent être, par exemple, le portage de repas ou de médicaments. Donc c'est bien ce lien social qu'on souhaite absolument maintenir et qui est très utile, a fortiori dans le contexte actuel. 1er janvier 2023, il faut le préciser, mais c'est important parce que tout ça a un impact aussi. On change les timbres. Le rouge va disparaître, on est d'accord. Mais de nouveaux timbres font leur apparition. Bien sûr. Ça dit quoi de l'entreprise et ça dit quoi à l'intérieur de l'entreprise ? Parce que nous, grand public, on voit qu'on n'aura plus le timbre. Très bien, mais qu'est-ce que ça dit pour la DRH, ça, cette transformation-là ? Ça dit d'abord que l'entreprise, elle s'adapte à la réalité. Le courrier a considérablement diminué. En 6 ans, on a perdu entre 5 et 6 milliards de chiffre d'affaires. C'est l'équivalent du chiffre d'affaires de la RATP ou de Transdev. C'est colossal. Vous voyez, c'est pas rien. Et donc, nécessité absolue de s'adapter aux nouveaux usages. Ce que demandent les clients aujourd'hui, c'est bien sûr du courrier, qu'il s'agisse des particuliers ou des entreprises, mais c'est un rythme différent. Donc, c'est vrai que le J+1 en matière de courrier n'a plus beaucoup de sens. Si on veut envoyer un message urgent, on va s'écrire un mail, un SMS. C'est vrai. Voilà. Donc, c'est l'adaptation à la réalité. Et ça, c'est tout le talent de la Poste et tout le travail de la Poste d'être capable de s'adapter aux besoins des clients et des territoires. Plan de recrutement, on l'a dit sur les facteurs, et ça c'est un focus important parce que quelqu'un était venu il y a quelques mois déjà nous le dire et nous expliquer la Poste cherchait des facteurs, mais quand on va sur les métiers, il y a beaucoup de métiers, il y a de la logistique, il y a du back-office, il y a de la banque, il y a aussi du service, il y a du transport, parce qu'il ne faut pas oublier les colis. On a le sentiment qu'on utilise moins le timbre et la lettre classique comme on pouvait le faire au début du siècle, mais qu'en revanche, le marché colis, lui, a explosé. Et sur ce marché-là, vous êtes présent. Oui, la Poste est leader sur ce marché du colis en France. C'est effectivement une explosion avec le développement du e-commerce qui a été accentué pendant la crise sanitaire. On a tous beaucoup commandé sur les différents sites. Donc ça, c'est un point très fort de notre activité. Les facteurs emportent les colis. On a aussi des opérateurs colis qui sont dédiés. Ou des prestataires. Ou des prestataires également. Et ce qui est intéressant, c'est de noter à cet égard qu'au fond, la Poste, qui a toujours, bien sûr, et prioritairement ses missions de service public, agit aussi sur un contexte qui est très concurrentiel. Clairement. Et donc, c'est cette complexité que nous, RH, on doit gérer vis-à-vis du corps social. C'est à la fois d'assurer nos 4 missions de service public, mais aussi de nous développer de façon commerciale efficace sur les autres activités. On va parler du dialogue social parce que ça, c'est un sujet qui impacte directement les RH. On a vu évidemment les manifestations ces derniers jours emmenées par la CGT, ces blocages de raffineries et la pression évidemment par effet domino sur les DRH des entreprises, sur la question des salaires. Mais un petit mot quand même pour terminer sur ces nouveaux métiers de la Poste, parce que livraison des repas pour les personnes âgées en milieu rural, j'ai vu qu'on passait le permis théorique bateau, et que c'est vrai qu'il y avait l'idée de passer le permis, ça avait été aussi évoqué. Quels sont les axes de réflexion ? Vous dites, après tout, ce guichet de la Poste, il vend moins de timbres, mais il faut qu'il vende autre chose. Et cet espace dédié, qui est une Poste, il ne faut pas qu'elle ferme, mais il faut qu'on la transforme. Vous êtes sur ce sujet-là et donc de fait ça accompagne de nouveaux métiers. C'est quoi les possibilités pour créer de la valeur ailleurs qui soit plus le timbre ? Alors vous l'avez cité, il y a tous les métiers de service, de proximité, et notre ambition c'est de pouvoir nous développer sur ce qu'on appelle la silver economy. On est un pays qui vieillit et donc il y aura besoin de les personnes âgées, de liens sociaux, de proximité et notamment dans les territoires. Donc ça c'est un point sur lequel on travaille beaucoup.
Également tout le domaine de la banque assurance, qui est également en développement et qui est un point important aujourd'hui pour le groupe La Poste. Il y a les métiers du numérique également, qui sont émergents avec des filiales comme DocaPost, qui est bien connu des DRH, puisque c'est le bulletin de salaire dématérialisé ou les élections professionnelles. Voilà, donc en fait, on est un groupe multi-activités et ce qu'on fait, c'est qu'on tente, et on réussit le plus souvent, à c'est une transformation, faire évoluer les collaborateurs oui. et les faire passer de métiers qui sont en attrition vers progressivement des métiers en développement. Ça passe par de la formation, ça passe par de l'accompagnement, parce que ça c'est le métier de la DRH, ça veut dire à des collaborateurs ou à des groupes de métiers, dans 5 ans, il y aura plus ce métier. Comment on fait là? Comment on organise une bascule d'un métier vers un autre? Alors, ce qu'on a fait dans un accord social que nous avons signé en mai 2021, c'est que nous avons créé 2 types de parcours internes. L'un s'appelle l'itinéraire balisé et l'autre le parcours pionnier. Et en fait, on ouvre des promotions internes, donc c'est-à-dire qu'on crée une forme de classe, en quelque sorte, de postiers intéressés par des métiers en tension en interne et donc qui peuvent être formés, c'est un système d'alternance en quelque sorte interne, et donc qui sortent avec une certification pour devenir chargé de clientèle. Oui, il y a dans du commercial, je ne l'ai pas dit. Du commercial, bien sûr. Qui peuvent devenir data scientist, qui peuvent devenir acheteurs, qui peuvent devenir RH de proximité. Ça, c'est en mouvement depuis un an. C'est en mouvement. Il y a 1000 postiers engagés dans ces parcours. Professionnalisant, diplômant. Donc c'est une grande satisfaction. Il faut qu'on aille plus loin. Mais en tout cas, c'est la façon qu'on a d'équilibrer en fait nos activités en attrition et puis nos activités en développement. Le dialogue social, c'est aussi le débat. Là, c'est vraiment le débat d'actualité qui impacte les DRH. Vous en parlez entre vous, évidemment. Les salaires, l'inflation, le pouvoir d'achat, c'est-à-dire des NAO qu'on précipite, qu'on avance. Vous en êtes où sur cette question à la fois du dialogue social et des revendications salariales au sein de La Poste? S'agissant des revendications salariales, donc on avait négocié et obtenu un accord en début d'année avec certaines organisations syndicales. Majoritaire, effectivement. Non, parce qu'il y a eu ce débat, vous savez, sur les raffineries, majoritaire ou pas. Tout à fait. Donc 2,5% en début d'année, et puis là, plus récemment, à effet du 1er octobre, 1,5% de complément pour tenir compte de cette réalité. Donc en dessous du chiffre de l'inflation? Oui, en dessous un peu du chiffre de l'inflation, parce que l'économie de La Poste ne permet pas malheureusement d'aller jusqu'au niveau de l'inflation, mais en tout cas, on a fait tout ce qu'on pouvait pour tenir compte de cette réalité, parce que pour les salariés les plus modestes, c'est un sujet. C'est une pression plus forte sur vos épaules là, depuis que ce débat de l'inflation est entré dans l'actualité et puis qu'il est très concret pour le porte-monnaie des Français? Alors c'est une pression plus forte et puis surtout c'est une nouveauté, parce que même si je ne suis pas très jeune, je n'ai jamais connu comme DRH en fait de période d'inflation. Oui. Je me souviens. C'est la première fois que vous avez à traiter cette question dans une entreprise. Oui. Et donc à calculer, parce qu'en fait on entend bien dans votre discours qui est très intéressant, l'entreprise pivote, elle cherche des marges. Et elle ne peut pas non plus se mettre en difficulté par des augmentations trop importantes de salaire. C'est de ça dont il est question. Oui, c'est ça. C'est un juste équilibre. C'est un juste équilibre. À la fois rétribuer, tenir compte, et ça c'est très important, surtout à La Poste, et en même temps aussi tenir compte de la réalité économique du groupe. Quand même dans les métiers que vous inventez, parce que encore une fois votre parcours a un impact, vous avez traversé plusieurs univers et donc vous apportez aussi au sein du COMEX et de l'exécutif de cette entreprise des idées forcément pour trouver des marges. En allant loin, on se dit, mais est-ce que le postier, avec sa petite mallette, formé bien entendu, pourrait pas apporter aussi les piqûres, les seringues, les médicaments, enfin, est-ce qu'on n'est pas en train d'inventer le postier augmenté là, qui créerait d'autres valeurs? On l'a évoqué, la silver economy, mais ça peut aller encore beaucoup plus loin, non? Alors ça peut sûrement aller plus loin, avec quand même une limite, c'est qu'on n'est pas un acteur du soin et on ne le saura jamais. C'est là où c'est compliqué. Oui, mais on peut faire des choses, on en fait déjà, on peut livrer un certain nombre de matériel, on peut porter des médicaments. Donc voilà, tout ça est encore à réfléchir, à développer. Mais sûrement, on a notre place dans cet univers et on peut tout à fait
apporter ce que peut-être d'autres ne peuvent pas. Un mot quand même, parce que je ne voudrais pas qu'on oublie, on parle des facteurs, qui est un peu l'image d'Épinal, et qui est le métier utile, parce qu'on les voit, nos facteurs, ils viennent poser les lettres, même en ville, on les voit, nos facteurs. Il y a les centres de tri. Il suffit d'être allé une fois dans sa vie dans un centre de tri, et j'y suis allé, pour se rendre compte de l'incroyable machinerie et aussi quand même du rythme et de la cadence imposée aux salariés dans les centres. La DRH que vous êtes, elle est impactée sur ces questions de pénibilité, sur trier, classer, enfin ça va à une vitesse folle. Qu'est-ce qu'on invente là sur ces sujets-là? Qu'est-ce que vous essayez d'inventer pour améliorer la qualité de travail? On essaye de travailler beaucoup plus sur la prévention. Effectivement, on a des métiers qui peuvent donner lieu à un certain nombre de troubles physiques. Et dès lors, finalement, il faut agir tôt. Et donc, il faut qu'on renforce. On le fait. On a créé une visite médicale de prévention. Pour les troubles musculo-squelettiques, par exemple. Exactement, et qui permettra de détecter des fragilités avant qu'elles ne soient avérées. Et de pouvoir ainsi proposer des orientations professionnelles différentes. C'est un exemple. La Poste dans 10 ans, alors c'est une question évidemment, je ne sais pas si vous l'avez préparée avant de venir, mais vous la voyez comment cette entreprise? Parce qu'on voit bien que l'entreprise pivote, on va avoir des timbres d'une autre couleur, on voit que évidemment il y a moins de chiffre d'affaires sur le timbre, qu'il faut réinventer le modèle. Elle sera toujours là, la Poste, dans 10 ans? Oui, elle sera toujours là, la Poste, dans 10 ans, bien sûr. D'ailleurs, on a un plan stratégique qui s'appelle la Poste 2030 engagée pour vous. Donc, on a bien l'intention d'être là, toujours sur le lien et la proximité, parce que c'est notre ADN, mais aussi sur sûrement plus de métiers, plus de numérique. Voilà, donc c'est notre quotidien, on y travaille. Donc j'entends bien, avant de nous quitter, quand même que beaucoup, et comme beaucoup d'ailleurs de dirigeants de grandes entreprises ou de DRH, le numérique est en train de prendre une place centrale en fait dans l'organisation de la Poste. On est d'accord? On est d'accord. C'est-à-dire, là, les recrutements ne sont plus de la même manière. On a bien vu que des facteurs, il en fallait et il faudra en embaucher. Mais là, vous cherchez quoi? Des data scientists? Vous cherchez quoi? Aussi. Oui, on cherche des facteurs, on cherche tous les métiers de la ligne conseil bancaire, on cherche effectivement des data scientists. Donc c'est une dimension qui est prépondérante. Et puis surtout, au fond, ce sera le client qui choisira. Est-ce qu'il y a du physique? Est-ce qu'il y a du numérique? Sûrement les deux. Et c'est le client qui se positionnera. Tiens, j'ai vu que vous étiez sur les très modernes en termes de recrutement, TikTok. Ça marche ou pas? Parce que c'est intéressant d'avoir des DRH qui disent, après tout, allons sur les réseaux pour aller chercher une clientèle ou en tout cas des candidats plus jeunes. Ça fonctionne ou pas? C'est vous qui avez eu l'idée du TikTok? Non, ce n'est pas moi. Ce sont mes équipes. Et vous avez dit, banco, on y va? Et on y va parce qu'il faut tester, il faut tenter. Donc ça fait pas très longtemps, donc je ne sais pas vous répondre si ça marche ou ne marche pas, mais en tout cas, moi je considère qu'il faut être présent. Et puis on verra. On a tout intérêt à être présent sur l'ensemble des réseaux sociaux. Alors, on était traditionnellement sur les LinkedIn, les Twitter, Facebook. Mais là, c'est sur TikTok. Mais TikTok, voilà, c'est tout nouveau. D'ailleurs, ceux qui voudront aller sur TikTok pour voir les recrutements facteurs, c'est quoi les compétences d'un facteur? Comment on recrute un facteur? Parce qu'on a compris qu'il y avait une petite besace, un vélo, parfois électrique, avec quand même des outils quand même qui sont plus agréables que les biclounes des années 50. OK. C'est quoi les qualités de recrutement? C'est quoi les critères dans vos équipes quand ils recrutent des facteurs? C'est le sens du service d'abord. Ça, c'est absolument majeur. Être méticuleux quand même, il ne faut pas se tromper de boîte aux lettres. Méticuleux, rigoureux, autonome. Il faut faire sa tournée de façon responsable et autonome, puisqu'il y a une forme de circulation possible pour le facteur. Donc c'est toutes ces compétences-là, mais vraiment d'abord le sens du service. Ça sera le dernier mot. On voit quand même que c'est pour vous, et comme plein d'autres d'ailleurs, quand même de plus en plus difficile de recruter. Oui. Vous êtes confronté à ça en fait. Oui, on est confronté à ça. Là aussi c'est nouveau, vous parliez de l'inflation, mais j'imagine que vous, la DRH, vous dites mais qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas à faire rentrer de salariés dans la boîte? C'est extrêmement nouveau. Il y a eu par le passé des phases de tension sur certains métiers, on l'a tous connu, mais là le marché général est tendu et ça oblige les entreprises, ce qui n'est pas forcément un mal, voilà, à se réinventer, à trouver d'autres messages. Et la Poste, de ce point de vue, peut répondre à une vraie question qui est la question du sens. À quoi je sers? Est-ce que je suis utile dans mon métier?
à la Poste, on est utile. C'est une entreprise utile, en effet, quand on attend son courrier, et parfois on attend le postier, et que le postier n'est pas passé, parce qu'il n'arrive pas à se garer dans les grandes villes. Ce n'est pas le cas en zone rurale, mais dans les grandes villes, c'est un vrai sujet par ailleurs. Hein, la réalité des livreurs et des postiers dans les grandes villes, vous êtes confronté à ce sujet en tant que DRH, souvent se plaignent de la difficulté de se garer. C'est moins vrai quand on est en Lozère ou en Corrèze, hein, vous êtes d'accord? Mais en ville, ils ont aussi les vélos, les stabis. Voilà. Eux, ils ont quelques outils quand même. Les conditions de travail, il faut le dire, se sont améliorées pour les facteurs. Ouais. Merci Valérie Decaux de nous avoir rendu visite. La Poste, une belle entreprise qui pivote et qui recrute. Allez donc tout simplement sur le site, sans aller sur TikTok, le site de la Poste, vous verrez, il y a plein de métiers et 4807 recrutement potentiel. C'était en tout cas le chiffre du jour. DGA en charge des ressources humaines au groupe La Poste. Merci beaucoup. Merci. Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On parle non pas des semi-conducteurs, mais des conducteurs, on en parle. On parle d'électronique et c'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi pour parler alors d'un sujet qui est passionnant, vous allez le voir parce qu'il vous concerne très concrètement dans votre quotidien. On parle des micro-connecteurs, les besoins RH d'un spécialiste français et on va en parler puisqu'il est là. Patrick Roux, bonjour. Vous êtes senior vice-président aux ressources humaines et communication du groupe LinkSense. D'abord quelques mots sur cette entreprise. On va parler ensuite des semi-connecteurs et non pas semi-conducteurs, ce qui n'a rien à voir. LinkSense, c'est quoi ? Alors, LinkSense, c'est le numéro 1 mondial des micro-connecteurs et des antennes RFID. Alors, en 2 mots, vous utilisez tous les jours un produit LinkSense. 80% de la population mondiale utilise chaque jour un produit LinkSense. Je vais au restaurant, je fais mes courses. Vous avez une carte bleue, une carte de paiement, il y a probablement un micro-connecteur. Donc en fait, tout le monde pense que la petite fenêtre en haut à gauche, c'est une puce. En fait, c'est un micro-connecteur qui permet à la puce, qui est inerte, de communiquer avec un terminal de paiement, par exemple. Vous avez ensuite une antenne à l'intérieur de la carte bleue. La carte de paiement, c'est probablement nous qui la faisons. Donc ça, c'est pour le paiement. Vous avez un téléphone, une carte SIM. Une carte SIM, c'est un micro-connecteur dans lequel il y a une puce. Vous allez à l'hôtel, vous ouvrez votre chambre d'hôtel. C'est probablement une antenne LinkSense. Prenez le Pass Navigo pour prendre votre métro, votre RER, c'est probablement un produit LinkSense. Et puis enfin, nous sommes dans le gouvernement, carte d'identité, format carte de crédit. La nouvelle, avec la petite Marianne, c'est nous. Vous allez, votre carte vitale, c'est un micro-connecteur. Votre passeport électronique, c'est une antenne. Et donc, c'est probablement un produit LinkSense. 80% de la population mondiale utilise un de nos produits chaque jour. Donc, on ne le sait pas, mais vous êtes vital pour notre vie quotidienne, parce que c'est une réalité. Aujourd'hui, tout se fait, et le Covid l'a prouvé, tout s'est fait par paiement sécurisé avec carte bleue. La question des RH, parce qu'elle vous est posée, vous êtes en charge des RH et de la communication, mais là, ce sont les RH qui nous intéressent. Comme l'entreprise précédente, comme celle d'hier et d'avant-hier, vous nous dites, bon, on est peut-être le leader mondial, mais on a évidemment beaucoup de difficultés aujourd'hui à recruter, et pourtant l'entreprise cartonne. Alors l'entreprise marche très bien, mais des difficultés à recruter qui sont liées à un marché qui est vraiment en tension aujourd'hui. Et par ailleurs, on a un agenda stratégique qui s'articule autour de trois éléments clés. L'innovation et la différenciation. Donc nous introduisons des nouvelles technologies. Deuxièmement, le médical, puisque nous souhaitons pénétrer plus fort encore dans le marché du médical. Et enfin, l'IoT, l'Internet des objets. Et donc, sur ces 3 grands domaines, nous sommes en recherche... Ça, c'est du R&D, ça, excusez-moi. Alors, c'est de la R&D. C'est ça, hein. Mais c'est aussi de la mise en production. Mais c'est aussi des équipes de vente. C'est des équipes marketing. En fait, sur tous les métiers. Sur tous ces métiers-là, vous êtes en recherche. Nous sommes en recherche. Ça veut dire quoi, vous là, c'est de la communication et du RH, parce que le RH, c'est de dire, écoutez, notre entreprise est très belle. Puis la communication, c'est évidemment d'emballer tout cela. Comment on fait pour donner envie de pousser la porte de LinkSense ? Il y a le télétravail, parce que souvent, quand on regarde les annonces d'emploi, il faut tout ça, et sinon, on ne vient pas. Alors, nous travaillons sur notre marque. C'est pas un sujet qui avait été jusqu'à ces 2-3 dernières années un sujet clé. Nous étions connus dans notre écosystème et il n'y avait pas besoin de communiquer tellement. Comme nous souhaitons nous diversifier, il faut que le marché nous connaisse, il faut que les candidats nous connaissent. Donc nous travaillons sur ce sujet, que ce soit sur les réseaux. Aujourd'hui, merci à vous de m'avoir invité. Ça permet de communiquer. Et effectivement,
de raconter ce qu'est l'entreprise. Donc l'entreprise, en quelques mots, le numéro 1 mondial, je l'ai dit, c'est plus de 3000 collaborateurs dans le monde. En France, c'est 400 personnes. Nous sommes une ETI en croissance. Nous avons recruté augmenter nos effectifs de plus de 15% ces 14 derniers mois. Nous prévoyons d'augmenter de plus de 15% dans le monde nos effectifs les 15 prochains mois. Et à ce jour, c'est un peu plus de 120 postes ouverts dans le monde. Plus d'une trentaine en France. En répartition, pour être très concret, 400 collaborateurs en France, c'est quoi? C'est plutôt le réseau commercial, c'est le marketing, ou il y a des gens qui, très concrètement, dans des cagoules blanches et dans des combinaisons d'astronautes, travaillent sur ces micro-connecteurs? Donc en France, nous avons de la R&D et de la production, en particulier à Mantes-la-Jolie, notre site de Mantes-la-Jolie, et nous avons le siège monde. Donc nous, 2 sites en France, Levallois-Perret, le siège, le site de Mantes-la-Jolie, où il y a de la R&D et de la production. Avant de nous quitter quand même dans la répartition de vos recherches, vous êtes plutôt sur des recherches très numériques, très ingénieurs, où vous dites notre besoin aujourd'hui il est commercial parce qu'on est en train vraiment d'accélérer sur ce sujet. Il est partout. Vente, marketing, ressources humaines, finance, achat, qualité, sustainability, enfin tout ce qui est lié à l'environnement, investissement important chez nous, et puis enfin tous les métiers de production, des ingénieurs de production, de la R&D, tous les métiers. C'est intéressant ce que vous avez dit parce que vos entreprises auparavant étaient des entreprises de l'ombre, essentielles mais inconnues du grand public. Et là, vous êtes obligé de passer dans la lumière pour vous faire connaître. C'est très intéressant ce phénomène. Vous qui avez une expérience très large des RH depuis plus de 20 ans. Comment vous l'expliquez avant de nous quitter? Alors, comment on l'explique? En fait, comme je le disais, plusieurs phénomènes. Le premier, c'est que aujourd'hui, attirer des talents demande à l'entreprise de faire un effort supplémentaire. Il faut se différencier des autres entreprises parce qu'aujourd'hui, une petite entreprise comme nous, une ETI, est dans l'ombre des plus grands. Ben oui. Et donc, il faut arriver à se différencier. Donc, il faut pouvoir communiquer, il faut mettre en avant. Vous parliez de télétravail tout à l'heure. Nous avons des accords de télétravail. Nous permettons à nos collaborateurs, alors c'est plus compliqué en production, mais nous permettons à nos salariés de travailler à distance. Nous mettons en œuvre des accompagnements qui permettent effectivement de nous différencier. À suivre. Merci Patrick Roux d'être venu nous parler de Linksense, leader mondial. Pensez-y quand vous ferez un achat en carte bleue, peut-être essayez de regarder cette petite puce, qui n'en est pas une d'ailleurs. Il y a peut-être du Linksense à l'intérieur, poussez la porte, allez sur le site évidemment de Linksense pour voir si poste correspond à vos compétences. Merci Patrick Roux, vice-président ressources humaines communication groupe Linksense, groupe mondial, 400 collaborateurs en France. Merci à vous. L'émission est terminée, c'est un vrai plaisir de partager ce moment, évidemment, comme chaque jour. Merci à toute l'équipe, merci à Théo, à la réalisation, merci à Saïd pour le son, merci à Nicolas Juchat et merci à Léa, évidemment, pour l'accueil invité. Merci à vous pour toutes vos réactions et l'intérêt que vous portez à Smart Job. Je serai là demain. Bye bye.